Bienvenue à ce 4e épisode. Ça fait déjà un mois qu'on a reparti avec les Nice Mics. Hey, ça, c'est le podcast de mon invité, en fait. Mais ça fait déjà un mois qu'on a reparti avec Jeu de puissance. Et aujourd'hui, je reçois un des deux animateurs des Nice Mics, Félix Hébert. On va parler de Lane Hutson, on va parler des performances des Canadiens, et on va faire un petit jeu parce qu'on a participé au Pool 4 de RDS, on va comparer nos choix. Fait que bon épisode tout le monde. Très belle musique, hein, celle-là. Je l'aime beaucoup. Ouais. Je suis content qu'on ait une autre musique faite par Étienne Ouellette, mais j'aurais peut-être pris une des musiques de Messager du Peuple. J'aime beaucoup la musique de Jeu de puissance. Ça a été fait par le groupe Horizon, la musique, si les gens se demandent. Horizon, c'est un petit groupe de musique qui commence à essayer de percer. Puis ils ont fait toutes les bandes sonores, sauf celle des Nice Mics, parce qu'ils se sont tournés vers quelqu'un d'autre. Ouais. Mais ils ont fait toutes les bandes sonores de Messager du Peuple. Fait qu'on les remercie encore une fois. Aujourd'hui, on va parler de Lane Hutson. Hein? Ouais. On va en parler un petit peu, en tout cas. Il faut. Parce que je sais pas si tu as vu les ressemblances qu'il peut y avoir avec un Cale Makar, pas juste dans la façon qu'il joue, mais les statistiques avancées de le temps de possession qu'il y a dans un match. Là, c'est incroyable. Les chiffres sont fous, sont de son côté. Lane Hutson, c'est pas une recrue qui rentre dans la ligue à 18 ans. Mm-hmm. Il a quand même pris le temps de retourner jouer à l'université avant de venir avec le Canadien. Fait qu'il y a eu du temps de développement puis encore de la progression. Je veux dire, il y a 20 ans puis c'est sa saison recrue. Mm-hmm. C'est pas une vieille recrue, mais c'est une recrue avec plus d'expérience. Ouais. C'est dû à son petit gabarit puis au fait qu'il aimait jouer à l'université puis qu'il fallait qu'il s'améliore. Mais je suis content de voir qu'il est à l'aise. Mm-hmm. Ce temps-là à l'université l'a rendu très à l'aise. Puis c'est pas juste en disant à tes joueurs passer la puck à Lane pour qu'il ait la rondelle plus longtemps sur son bâton qu'il va avoir des temps de possession qui ressemblent à ceux de Cale Makar ou de Quinn Hughes. C'est parce qu'il a confiance quand il a la rondelle puis qu'il la perd pas. Il fait tomber les gens sur le cul, là. Genre, c'est incroyable. Oui. Puis il y en a beaucoup qui... Puis là, plus ça va être à lui de gérer cette pression-là. Puis moi, j'ai pas peur pour lui, parce que je pense qu'il peut le gérer. Mais c'est une grosse pression. Mais il va avoir la pression de tout le monde de faire « Wow, Cale Makar » avant qu'il joue. Ouais. Tout le monde l'a vu jouer, ils ont fait « Wow, c'est ce que j'attendais, voir mieux de Lane Hutson. » Puis là, quand il va pas réussir à atteindre les attentes des fans du Canadien, ça va tout lui retomber dessus. Ou si le Canadien a une série de défaites puis qu'on trouve qu'il est pas assez présent, ça va tout lui retomber dessus. Puis je sais pas c'est quoi que j'avais vu genre un Lane Hutson, combien vous prévoyez qu'il va faire de points, plus ou moins que 45? Puis comme c'est pas énorme pour une recrue, 45, mais pour un défenseur, c'est beaucoup. Oui. Ça reste un défenseur, puis je veux dire, il y a des points, Lane Hutson, mais il y en a 5 matchs, là. Mais ça fait autant de points que Caden Goulet. Caden Goulet joue depuis plus longtemps, mais c'est pas un défenseur offensif. Non, c'est ça. Fait que c'est juste de lui donner le temps, puis j'ai juste peur pour lui que la pression de Montréal lui tombe dessus d'un coup. Mais est-ce que tu penses que, tu sais, admettons, quand on regarde Lane Hutson jouer, on le compare pas nécessairement avec les statistiques. C'est sûr qu'il y a 4 points en 5 matchs, il est dans le top de la Ligue nationale avec les défenseurs. Caden Goulet aussi d'ailleurs. Mais on le compare pas à Cale Makar pour les points, parce que sinon on comparerait Caden Goulet à Cale Makar. Mais on le compare vraiment par son style de jeu. Oui, c'est ça. Il est rapide, il fait des belles passes, il garde la rondelle longtemps, il se fait pas tasser même s'il est tout petit. Tu sais, c'est peut-être dans cette vision-là, je pense que les gens le voient comme Cale Makar. C'est dans sa façon de se déplacer, c'est dans l'aisance qu'il a à trouver de la place sur la patinoire. Puis, dans le match contre les Sénateurs, le but de New Hook, c'est Cale Makar qui s'en va sur le côté puis qui se fait pourchasser par Tkachuk. Puis là, il se fait tasser par Tkachuk, mais il s'est pas juste fait plaquer, perdu la rondelle. En se faisant pousser, il a réussi à créer le jeu pour Goulet à lui à New Hook. Il a réussi à créer quelque chose, même quand son petit gabarit l'a désavantagé contre Brady Tkachuk. Fait que j'aime voir l'aisance qu'il a, puis la rapidité de prise de décision qu'il peut avoir. Tout ça facilité par le fait de jouer avec un défenseur qui semble s'élever en ce moment comme Caden Goulet. Mais en général, c'est quand Makar est arrivé puis qu'on a fait « Wow, il est vraiment bon », c'était des jeux impressionnants. C'était comment il pouvait se défaire du marquage de l'ailier qui était sur lui pour trouver le tir.
Les Hudson, ils trouvent un peu moins de tirs, mais ils trouvent des lignes de passe. Puis c'est une autre façon de bien participer au succès de son équipe, comme faire une passe à New Hook que Ullmark a jamais vu. Non, fait que c'est en créant ces jeux-là qui se compareraient tant plus à moi de la façon de trouver de la place qu'utilise Quinn Hughes. Avec un gabarit un peu plus petit. Makar est un peu plus grand, ce qui rend d'autant plus impressionnant le fait qu'il soit aussi agile. Mais c'est dans l'aisance que tu as. Quand tu le regardes jouer, tu fais pas « il vient d'arriver dans la ligue ». Non, ça, on dirait que ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait longtemps, il est à l'aise, puis il est pas hors du niveau de compétition. Ouais. Puis, admettons, si je te pose une question en 2 temps, là, OK? Ouais. Là, on a rappelé Logan Mailloux à Montréal, avec les blessures qu'il y a eu. Mais avant, je vais te demander, moi, je pense que dans l'organisation des Canadiens, il n'y a pas de mauvais partenaire pour Lane Hudson. À part Justin Barron ou Mike Matheson. Ouais. Pour le style de jeu, peut-être. Oh, ouais. Mais lequel des deux, tu penses que ce serait le pire partenaire pour Lane Hudson? Le pire pour Lane Hudson? Tu sais, chez les Canadiens, Lane Hudson a beaucoup de possession de rondelles dans un match. Et chez le Canadien, ton meilleur défenseur, mettons, avec le début de la saison, comment c'est joué, ton meilleur défenseur, c'est Caden Goulet et Lane Hudson. Mais chez le Canadien, ton meilleur défenseur, en général, c'est Mike Matheson. Ah, moi je suis pas d'accord avec toi. Moi je pense que c'est David Savard. Ah, ça se débat. Pour le jeu, on en reparlera si tu veux, mais ce serait Mike Matheson. Puis Mike Matheson, lui, il apporte de l'attaque et il transporte la rondelle aussi. Il fait des jeux. De la façon qu'il fait ses jeux, il fait aussi beaucoup de très longues passes vers l'attaque. Ce qui occasionne pas un départ de jeu du défenseur qui transporte la rondelle jusqu'en attaque. Ce qui est en différence, ce qui vient en conflit avec le style de jeu de Lane Hudson qui transporte ses rondelles, même s'il va faire des très bonnes passes d'entrée de zone. Mais c'est un jeu pour faire avancer la rondelle qui est pas le même. Ce qui va mettre moins de rondelles sur le bâton de Lane Hudson. Puis Lane Hudson reste que il est très impressionnant avec la rondelle, mais sans la rondelle, c'est un joueur moyen. C'est un défenseur qui fait sa job, qui est bien placé, mais il est pas impressionnant de son positionnement défensif. Non, c'est ça. Ou son positionnement offensif est intelligent, mais s'il n'y a pas la rondelle sur sa palette, il y a moins d'impact. Donc, si Matheson fait une longue passe d'entrée de zone, lui, il faut qu'il patine. Puis là, ça va être au Canadien de lui amener la rondelle, alors que tu préférerais créer ton jeu dans l'entrée de zone plus que de t'installer et prendre le risque de perdre ton jeu. Fait que je pense que Matheson, ce serait le pire fit. Dans un monde où je pense que Justin Barron, encore jeune, peut beaucoup adapter son jeu, je pense, à faire du peaufinement. Puis je pense qu'avoir un défenseur qui peut générer de l'attaque, mais qui sait gérer sa défense un peu mieux, puis qui peut te faire des passes à toi, ça permettrait plus à Hudson de faire ses jeux en jouant avec Baron. Puis dans un monde où il jouerait avec Mailloux, je pense pas qu'ils vont faire ce match-là. Mais c'est ça que j'allais te demander. Ce serait possible. C'est genre le futur des Canadiens, pourquoi pas l'essayer, tu sais? Genre un Logan Mailloux avec un Lane Hudson. Pourquoi est-ce que tu l'essayerais pas maintenant? Je pense que le seul problème, puis ça va être à Martin Saint-Louis de le décider. Moi, je sais pas. Le Rocket a très peu joué, puis j'ai pas vu. Ils ont gagné leur premier match hier. Ils rejouent ce soir. J'ai pas vu de match du Rocket. J'ai vu des extraits, mais Logan Mailloux, bref, il a pas joué. Parce qu'il a été rappelé. Puis j'ai hâte de voir. Oui, il a fait le camp, mais j'ai regardé un peu, mais ça n'a pas été vers lui que j'ai porté mon œil. Logan Mailloux, j'y crois. Mais le premier match, Logan Mailloux, premier match avec le Rocket, 4 points dans le premier match. Là. Fait que, tu sais, mais Logan Mailloux, s'il a pris en maturité en défensive, ce que j'ai hâte de voir, il peut marcher avec Lane Hudson. Le fait est que, comme j'ai dit, Lane Hudson, sans la rondelle, c'est un défenseur moyen. Et que Logan Mailloux, en défensive, est un défenseur moyen. Fait que là, sur la glace, puis non, Montembeault a été excellent. Puis il y a eu des matchs plus difficiles, mais il y a eu des très bons matchs. On sait à quel niveau il peut jouer. Mais n'empêche que quand tes deux défenseurs sont moyens, avec des attaquants qui sont pas nécessairement tous des attaquants avec un caractère défensif. Bref, overall, si t'as pas Nick Suzuki ou Gallagher qui met un peu de pression sur les défenseurs, t'as beaucoup trop de chances d'avoir une rondelle dans l'enclave puis que tes défenseurs puissent pas faire grand-chose. Fait que un temps soit peu, Logan Mailloux a pris en maturité défensive. Ça s'essaye, mais je pense que c'est très risqué étant donné que tu as d'autres défenseurs à caractère défensif qui peuvent les appuyer. Moi, j'ai beaucoup aimé voir jouer Mailloux, Jacky avec le Rocket l'année passée. C'était vraiment bon. J'aime moins voir jouer Jacky cette année, même si je serais pas prêt à autant chialer sur lui que beaucoup le font.
Mais j'aimerais ça les revoir jouer ensemble parce que ça, je pense que c'est une belle chimie, dynamique. Des gros défenseurs. Puis ça te permet de continuer à faire jouer Lane Hudson avec un défenseur comme Savard, qui lui gère très très bien sa zone défensive, puis qui aide. T'sais, j'ai recommencé à écrire des articles pour Jeu de puissance. Puis dans mon article, j'avais dit que le Canadien donnait encore beaucoup trop de chances de marquer. C'est génial que Samuel Montembeault soit rendu avec le record pour le plus grand nombre d'arrêts dans un blanchissage en début de saison. Mais c'est aussi désastreux que ce soit le plus grand nombre d'arrêts dans un blanchissage pour commencer une saison. Qu'il y ait eu besoin d'arrêter 48 lancés. Je sais que c'est les Maple Leafs. Mais ça se réduit très bien à 30 lancés, 33 à la limite. Puis ça, c'est juste le fait que la défensive du Canadien utilise genre 4 défenseurs de moins de 26. Ouais, exact. Je pense. Fait que c'était le cas l'année passée aussi. C'est le même problème qui revient. Puis puis on a les mêmes gardiens que l'année passée. Fait qu'il va juste falloir que c'est ça. Fameux ménage à 3. Ouais. Fait que là, t'es juste rendu avec Primo, qui va devoir reprendre sa confiance. Mais c'est ça, Primo, lui, il rentre dans la saison en se disant, moi, je suis numéro 2 là, cette année. Il y a peu de chances que Montembeault soit pas numéro 1. Il a joué des 40 matchs saison les 2 dernières saisons. Mais cette année, ça m'étonnerait pas de le voir jouer 50, 53, 50. Puis Primo qui doit après prendre la pression. Prendre la place aussi. Avec un gardien qui est moins solide que Montembeault, puis la même défense que celle pour Parce que Primo, la porte est ouverte aussi pour lui. Là. Parce que Montembeault, s'il y a une mauvaise séquence, puis Primo top, il va dépasser. Avec le Canadien, t'as pas de numéro 1 clair. Là. Non, ça c'est un numéro 1A, puis un numéro 1B. C'est exactement. Là. C'est jouable. Puis là maintenant, mettons Montembeault, c'est ton 1-1. Montembeault, s'il y a des mauvais matchs, t'essayes Primo, puis Primo va peut-être devenir 1-1. Ouais, c'est ça. Puis ça va dépendre de leur performance à eux, parce que pour l'instant, la défensive du Canadien doit se développer. Ouais, c'est ça. Puis Montembeault a rien à se reprocher, je pense, depuis le début de la saison. C'est ça. Quelques mauvais buts, mais ça arrive à tous les gardiens. C'est ça. Puis il y a eu des défaites difficiles pour le Canadien, beaucoup de buts accordés. Mais je veux dire... 6-3 contre les Pingouins, 4-1 contre LA. Moi, juste pour venir à LA, là, je m'ennuie de Philippe Danault. Ça n'a pas de bon sens quand je m'ennuie de Philippe Danault quand je regardais le match, là. Il est tellement utile. Il n'y a pas besoin de mettre la puck dans le fond du filet. Il est tellement utile pour aider cette jeune équipe. Il y a Enzo Kopitar, Drew Doughty qui ne joue pas cette année, là, mais il y a des vétérans dans cette équipe-là. Mais avoir un Philippe Danault pour justement apporter un support à Enzo Kopitar puis aider Quinton Byfield juste derrière lui. C'est tellement incroyable de voir cette équipe-là. Puis tu sais, Philippe Danault, c'est un joueur, tu vas l'utiliser. Oui, c'est sûr qu'il va avoir du temps de jeu parce qu'il est super utile. Il y a des bonnes passes en défensive, il est excellent. Je veux dire, le Canadien qui s'est rendu en finale de la Coupe Stanley, c'était pas une équipe extraordinaire. Tu sais, je veux dire, j'avais vu un truc qui disait, les 2 dernières années, les années de la COVID, où les Stars et le Canadien se sont rendus en finale, c'est des années où ces équipes-là ont juste eu de la chance avec le système. Un peu. Le Canadien a très bien joué. Carey Price a été à son plus haut niveau. Je veux dire, Shea Weber a joué ce qui a fini sa carrière. Là. Il ne jouera plus. Il va être intronisé au temple de la renommée. Là. Fait que ça en dit beaucoup sur le fait qu'il ne jouera pas. Là. Non, c'est ça. Fait que, qu'il ne reviendra pas au jeu. Je veux dire, Jeff Petrie est revenu jouer. Gallagher avait un innombrable nombre de cicatrices d'en face à force de se faire des coups de bâton puis des coups de poing. Il était magané. Je veux dire, Cole Caulfield était beaucoup plus jeune, moins productif. Fait qu'on compte clairement pas sur un premier trio Suzuki et Cole Caulfield qui marche comme il marche maintenant. Tu sais, le Canadien a vraiment eu beaucoup de succès à cause de leur premier trio qui était un trio Danault. Tatar va pas jouer, ça s'est plaît. Non, c'est ça. C'était Danault, Lekonen, Gallagher. C'est ça. Puis au début, c'était Evans au lieu de Lekonen, puis il s'est blessé. En fait, c'est ça. Coup de Scheifele, on pourra en reparler, mais... On reviendra pas là-dessus. C'est Lekonen qui a pris la place, puis c'est vraiment ce trio-là qui mettait une pression puis une présence défensive folle avec les performances incroyables de Carey Price qui a fait monter le Canadien. Puis j'aurais aimé ça voir Danault à Montréal. Je t'avoue que je sais pas où est-ce que je le placerai. J'aurais aimé ça qu'on le garde, mais je sais pas où est-ce que je le mettrais dans l'alignement du Canadien. À la place de Dvorak, là. Oui, mais ça n'a pas grand-chose. Dvorak, il est bas dans l'alignement. Danault peut encore te jouer du temps de jeu de deuxième trio. Fait qu'il te mangerait le temps de jeu de tes centres de deuxième trio. Là, présentement, mettons, le deuxième trio des Canadiens, moi, je l'aime pas particulièrement. Il manque quelque chose, puis c'est l'aîné qui manque. Là. Mais, tu sais, t'as Newhook, pour moi, c'est pas un joueur de deuxième trio, Newhook. C'est un joueur de troisième trio dans une bonne équipe. Kirby Dach,
je l'essaierai encore à l'aile. Je pense pas qu'il est capable de jouer au centre. Ben... Il y a bien de la misère à jouer au centre. Fait qu'un Philippe Danault dans une équipe comme les Canadiens, il a déjà été à Montréal, c'est pas un rêve, là, mais il reviendra pas à Montréal. Mais un Philippe Danault au deuxième trio avec un Kirby Dach puis un Patrick Laine. Ouais. Moi, après ça, ton troisième trio, t'as Newhook, Anderson, Gallagher. Ouais. C'est de la grit, là. Ben, c'est bon. Ouais. Puis, Danault, il était à LA, puis je pense qu'il y a du fun à jouer là. Puis, il fit avec LA, comme tu as dit. Ouais. Il sera pas le premier centre parce que c'est Kopitar. Puis, Kopitar, il est encore bon. Puis, la longévité. Kopitar, excellent joueur. Un de mes joueurs préférés. C'est un contrat qui va bien vieillir, celui de Danault, parce qu'il est 5 millions par année. Puis oui, Byfield va le dépasser, mais il va juste drop sur la troisième. Ouais. Puis quand Turcotte va le dépasser, il va drop sa quatrième et il va être utile. Puis Danault, en ce moment, il est derrière Kopitar, fait que là, il est sa deuxième ligne. Puis il est en flottement parce que ça fait... Quinton Byfield veut pas continuer à jouer aussi peu de minutes régulières parce qu'il y a 2 centres devant lui. Ouais. Fait que ça force Quinton Byfield à mieux jouer, puis on sait qu'il y a du potentiel. Je veux dire, ça, c'est un draft qui a pris du temps, les 2 premiers choix de ce draft-là, Lafrenière et Byfield, qui ont pris du temps avant de devenir bons. Maintenant, tu te poses plus de questions, Lafrenière est un des très bons joueurs puis Byfield va en devenir Rangers. Puis Byfield, on sait qu'il va devenir un très bon joueur des Kings. Puis de son gabarit, il est très utile. Puis là, ça pousse Byfield à aller chercher toutes les minutes de jeu. Parce qu'il y a 2 centres qui vont les prendre, ces minutes de jeu, s'il joue pas bien. Fait que ça tire un jeune derrière, puis ça soutient un plus vieux en haut. Puis moi, j'aime beaucoup les voir jouer ensemble. Puis c'est ça. Pour les Kings, Mais j'aimais Danault à Montréal. J'aime Danault. J'aime Philippe Danault, le personnage qu'est Philippe Danault, je l'aime beaucoup. Le petit gars de Victoriaville. La pizza après les victoires. Ah ben oui, avec Cole Caulfield. C'était des images marquantes pour de vrai. Là, on va passer au petit segment qu'on va faire sur le Pool 4 de RDS. C'est un petit commanditaire pour RDS. Mais on va comparer nos choix. On va pas comparer les 4 choix de chaque ronde. On va juste comparer nos 2 choix. Et on va commencer avec la première ronde où moi, j'ai pris McDavid. Oui. Et toi, tu as commencé en premier lieu, j'ai pris Nikita Kucherov. Comment parier contre McDavid? Ben, c'est ça que je me suis dit, parce que là, maintenant, je le dis, là, mon joueur actif, c'est McDavid. J'ai fait l'échange. OK. L'échange, j'ai fait, maintenant, c'est McDavid, mon joueur. Par contre, au début, j'ai fait, je vois pas comment, tu sais, je disais, oui, tu perds Stamkos, mais un joueur comme Kucherov, c'est pas un joueur qui fait comme, j'ai perdu Stamkos, je vais moins bien jouer. Il va jouer puis là, c'est plus Stamkos, mais c'est Genzel. Ouais, fait que t'as pas un moins bon joueur sur ta ligne. Là. Puis même avec le temps, tu viens peut-être de t'en pogner un meilleur. Puis j'adore Stamkos, là, c'est 0 contre lui. C'est un de mes joueurs préférés depuis longtemps. Très bien, mais oui, mais tu changes d'équipe. Puis surtout, Nashville sont allés chercher plein de grosses pièces, ce qui devient un problème. Parce que là, t'étais déjà retourné chercher O'Reilly. Ouais. T'as Frostberg. Puis là, tu vas chercher Marchessault puis Stamkos, qui sont tous des joueurs qui ont besoin de rondelles pour fonctionner. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est aussi ce qui est beaucoup dit au basket. T'as 5 joueurs sur le jeu, OK? Puis t'as pas beaucoup de temps pour marquer des points. Puis tout le monde peut pas avoir le ballon en même temps. Puis t'as des joueurs qui ont besoin de plus de chances pour faire plus de points. Puis c'est ça qui est en train d'arriver à Nashville, parce que en plus, en offensive, pour l'offensive, t'as des défenseurs qui demandent aussi des rondelles, comme Roman Josi, comme Brady Shea, puis c'est là que t'arrives à OK, où va ma rondelle? Est-ce que ça revient à actuellement mon meilleur franc-tireur qui est Frostberg? Ou est-ce que j'essaie d'en apporter à un autre très bon franc-tireur qui est Stamkos? Ou Marchessault? Ou est-ce que je veux aller vers Marchessault? Est-ce que je veux l'envoyer à O'Reilly pour qu'il fasse la passe à quelqu'un? Est-ce que Josi va créer un jeu ou il va créer un tir? Puisque là-dedans, il manque de cohésion, là. C'est ça. C'est comme t'as trop de monde qui ont besoin de la rondelle pour fonctionner. Puis t'en as nécessairement qui vont, à cause de ça, avoir des moins bonnes saisons. Tu sais ce qui manque à Nashville? Un Lane Hudson. Ben! Il manque un Lane Hudson. Le problème avec le fait à Nashville, là, c'est que tu te dis il manquerait un très bon défenseur mobile. Ouais. L'affaire, c'est que ce défenseur-là mobile peut pas jouer sur le premier duo. Non. Parce qu'il peut pas jouer avec Josi. C'est ça, ouais. C'est comme ce qui est arrivé avec Subban avec Nashville. Ça a marché, Subban à Nashville, mais pas sur un premier paire. Parce qu'il peut pas jouer avec Josi. Tu sais, c'est 2 défenseurs qui prennent trop de rondelles. C'est comme Matheson, Hudson. Les 2 ont besoin de trop de rondelles de façon différente. Tu sais, Josi va faire des longues passes. Subban va déplacer avec la rondelle. Hudson, ce serait la même dynamique. Fait que, tu veux un défenseur qui est dynamique, mais t'as besoin qu'il prenne moins de minutes. Ouais. T'sais. Mais pour venir à McDavid,
présentement, de toute façon, avec les Oilers, ça va pas si bien. On va pas vendre la peau de l'ours, avoir de la voiture, parce que l'année passée, ça a mal parti. L'année passée, ils ont eu une série de défaites incroyables avant d'avoir la plus grosse série de victoires de la saison. Puis d'aller en finale. Puis je veux dire, McDavid, je regardais mon choix, puis j'ai fait comme, je m'en veux pas d'avoir pris coach, mais je m'en veux de miser contre McDavid, le meilleur joueur de la LNH. C'est ça, exact. Sinon, le deuxième choix qu'on va parler, c'est le choix numéro 4. Moi, j'ai pris John Tavares. Ouais. Puis toi, t'as pris qui? J'ai pris Ovechkin. Ouais. Puis Ovechkin a 3 points présentement. Ouais. Puis Tavares en a 2. C'est pas... c'est le début de la saison. C'est la catégorie, là, les vieux de la vieille. Ouais, c'est ça. Là. C'est cette catégorie-là, mais moi... OK, mettons... je sais pas si... On n'ira pas en profondeur, mais le 3, j'ai pris Crosby. OK. Fait que moi, 3-4, c'est Crosby Ovechkin. Crosby, lui, c'est un joueur que je prends dans tous mes pools parce qu'à cette heure, les gens le banalisent un peu, puis il a un gros contrat. Fait que les gens le. En fait, son contrat qu'il a signé cette année, il est ridicule, mais il a quand même un contrat dans les 8 millions. Mais bref. Fait que moi, j'aime ces deux joueurs-là, puis je veux dire, ces deux joueurs-là, maintenant, c'est plus les meilleurs de la ligue. Puis il y a plein de joueurs qu'éventuellement, on va dire, qui ont un plus gros talent qu'eux, tu sais, avec les années, puis tout. Je veux dire, McDavid. Et va finir par passer au-dessus. L'affaire, c'est que t'as aucun joueur dans la LNH en ce moment qui est aussi proche qu'eux de battre des gros records du meilleur joueur de l'histoire de la LNH. Ouais, c'est ça. Crosby, s'il fait une saison d'1 point par match cette année, il va battre un record pour le plus grand nombre de saisons consécutives avec 1 point par match de Gretzky. Puis si Ovechkin marque assez de buts cette année, il va battre le record de Gretzky. Il va battre le record de buts de Gretzky, puis ça peut être l'année prochaine, parce que je pense qu'Ovechkin peut jouer encore pendant 5 ans s'il a besoin. Puis là, cette année, ils l'ont remis à l'aile gauche, à l'aile droite. Il jouait à l'aile gauche. On l'a connu pour ses tirs sur réception à l'aile gauche, mais c'est un très bon ailier droit aussi. C'est une position naturelle pour un droitier. De la droite, puis quand il crée des jeux, puis j'ai hâte de le revoir commencer à marquer parce qu'il a bien fini sa saison passée. Puis moi, c'est pour ça je me suis dit, Ovechkin, il a bien fini l'année passée. Puis là, il y a un objectif. En dessus, Ovechkin, quand il y avait eu une histoire comme ça avant 2018, quand ils ont gagné la Coupe, les Capitals, il y avait eu une Coupe du Monde, un championnat du monde, un championnat du monde. Puis Ovechkin a fait comme si je gagne l'or avec la Russie, je peux prendre ma retraite là-dessus, tu sais, je veux dire. Puis ils ont pas gagné. Puis je suis presque sûr qu'ils ont pas participé. Genre, ils ont pas participé ou ils se sont vraiment pas rendus loin. Il est resté, puis cette année-là, les Capitals ont gagné la Coupe Stanley. Puis je pense que ça leur donnait un petit peu. Tu sais, quand il y a un objectif, Alexander Ovechkin, je pense qu'il aurait pas arrêté le hockey avant d'avoir gagné une Coupe Stanley. Non, c'est quand il y a un objectif, puis cette équipe-là des Capitals était une équipe incroyable. Ouais. Mais je pense que quand il y a un objectif, Ovechkin est inarrêtable. Puis bien sûr que maintenant, il est vachement moins bien accompagné. Mais c'est ça, c'est triste parce que je sais pas si Ovechkin veut rester à Washington nécessairement, là, mais ça serait quand même une bonne affaire pour les Capitals, ou même les Penguins, mais les Penguins ne le feront pas, là, mais les Capitals de se dire, il nous reste juste Ovechkin de cette ère-là. Ouais. Pourquoi pas l'échanger, aller chercher du stock, puis lui, il va pouvoir aller chercher son record en jouant avec une bien meilleure équipe, tu sais. Mais non, je pense qu'on veut garder notre Ovechkin. Ouais, tu veux garder Ovechkin, c'est l'image de ta franchise. Mais là, tu patches tes trous autour. Ben c'est ça, t'es en train d'essayer de racoler, puis là, tu fais monter des jeunes. Je veux dire, rien contre lui en particulier, mais maintenant, le coéquipier de ligne d'Ovechkin, c'est Protas. Ouais, puis je veux dire, rien contre lui, mais c'est un joueur de troisième trio à peu près partout. Ouais, c'est juste que c'est le seul qui est capable de faire à peu près de quoi pour aider aux vies. Puis moi, c'est pour ça que je l'ai pris. Je pense que sa détermination comme joueur, en général, et je veux dire, c'est pas battable par... Peut-être que, tu sais, je veux dire, j'ai pas tous les choix que j'avais, mais je veux dire, moi, ça a été évident. Vieux de la vieille Ovechkin. C'était lui. Moi, je vais te dire pourquoi j'ai pris Tavares, par contre. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu son C? C'est pour ça que t'as pris Tavares? Ça peut jouer là-dedans, mais c'est pas ça. Moi, c'est la dernière année de son contrat. Puis il gagne beaucoup d'argent. Puis là, s'il veut aller rechercher de l'argent, parce qu'il va pas signer à Toronto, à moins qu'il accepte beaucoup moins d'argent, là. Mais il va pas signer à Toronto, fait que selon moi, c'est sa dernière année d'aller chercher un bon contrat. Ouais, peut-être. Fait que ça serait une motivation de plus s'il veut aller chercher un bon contrat, de se dire, m'a en joué une bonne cette année, il va peut-être faire 60-70 points cette année, Tavares, gros max, là, je pense pas qu'il va topper ça. S'il top ça, bravo à lui. Mais c'est ça, pour l'instant, il a juste 2 points. Mais moi, je le vois aller chercher une bonne saison pour aller chercher un bon contrat,
Hey, ça serait drôle qu'il re-signe avec les Islanders. Mais moi, j'ai hâte de Ça voir. serait drôle. J'ai hâte de voir. Puis c'est... Il y a un peu de contre lui. J'ai pas tant aimé Tavares. Puis pour un capitaine, il gagne beaucoup trop d'argent. Ben oui, puis je l'ai déjà dit, tu sais, je veux dire, quand tu gagnes 11 millions, tous les autres joueurs, puis que t'es le capitaine, tous les autres joueurs qui re-signent leur contrat, puis qui sont meilleurs que toi, puis il y en a à Toronto, ils vont dire, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, je veux dire... Parce que là, il y a Marner à signer aussi, là. Tu sais, puis Marner, lui, il fera pas comme, ben... Je vais prendre moi. Vous payez 11. Vous payez Matthews. Vous payez Matthews 13 millions, puis vous voulez essayer de me payer 9.5, là, ben non, monte-moi à 12, monte mon contrat. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est pas un bon exemple, mais, tu sais, je dis, puis peut-être à cause de ce contrat-là, puis tout, mais je pense que c'est la façon de jouer, puis peut-être que c'est un excellent capitaine dans la chambre, peut-être que c'est pas le leadership le problème, mais il a quand même échoué à faire gagner ses équipes partout. Tu sais, avec les Islanders, il y a quand même eu droit à des équipes qui étaient correctes. Tu sais, je veux dire, il joue dans une division compliquée, surtout quand il était capitaine des Highlanders, parce que là, t'avais les gros Capitals, t'avais les gros Pingouins, t'as eu une très bonne équipe des Flyers, t'as toujours eu des Rangers solides, fait qu'il y a eu de la compétition. Il y avait les Devils aussi, qui, dans le temps, c'était correct. T'as eu de la grosse compétition dans ta division, c'est aussi une partie du problème. Mais là, t'es arrivé avec les Maple Leafs, puis t'as de la compétition, mais t'as aussi un des meilleurs tireurs de sa génération, un super bon fabricant de jeu en Marner, t'as Nylander qui clutch en série. Mais il jouait pas tout le temps avec eux autres. Mais pas tout le temps, mais c'est trio, tu sais, ils se promènent, t'es avec ces gars-là, t'as cette équipe-là. Je pense pas qu'il y ait une ligne, à part en avantage numérique, une ligne Matthews-Tavares, je pense pas. Je sais pas, peut-être pas. Parce que c'est deux joueurs de centre. C'est deux joueurs de centre, c'est ça, c'est Matthews qui prend le premier centre. Mais c'est ça, le fait est qu'il est quand même pas capable d'amener ces équipes-là à gagner. Est-ce que c'est parce qu'il est droppé justement de premier centre à deuxième centre, moins de temps de jeu, moins de production? Je sais pas. Mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir quelle équipe va vouloir re-signer Tavares à un gros contrat s'il réussit une grosse saison. Et qu'est-ce qu'il va se faire offrir si sa saison est moyenne? Mais je pense que peut-être Tavares, ça va être plus, il va vouloir aller dans une équipe où il est sûr de gagner. Mais là, l'affaire, c'est que à quel prix, premièrement? Parce que si, admettons, il veut aller signer à Tampa Bay, ben Tampa Bay, ils vont pas lui dire on va te signer à 6 millions par année. Là. Ça va être 3-4 millions. Parce déjà un alignement qui est stacké de super bons joueurs. Fait que genre, il se remettrait dans la situation à Toronto, mais dans une équipe avec une culture de victoire. Mais une culture qui descend un peu parce que les joueurs vieillissent tranquillement quand même. Peut-être que Tavares va faire un peu ce que Monahan a fait, mais Monahan, c'était pas son choix, il a été échangé. Là. Mais il a re-signé quand même à Montréal. Mais Monahan, quand il a re-signé à Montréal, il a resté pendant la saison parce qu'il a aidé la jeune équipe à grandir. Puis après ça, ben, il a tellement bien joué qu'il a réussi à avoir un échange avec une équipe prétendante à la Coupe Stanley avec les Jets. Puis ça n'a pas marché avec les Jets, mais tu sais, quand tu rentres en série, tout est possible. Les Jets, je pense pas qu'ils ont le cash, mais je pense que Tavares avec les Jets, c'est peut-être une pièce s'il continue à produire. C'est peut-être une pièce qui peut faire gagner les Jets. Parce que Tavares sur un troisième trio, ça fait mal à personne. Hein? Ben, ça fait mal à personne. Puis c'est qui tes gros centres? Tu sais, t'as des très bonnes ailes. T'as des ailes très solides. Avec Connor, Nicolas Ehlers, avec Ehlers, avec Scheifele, t'as des très bonnes ailes, t'as des ailes très solides. Au centre, c'est un peu Scheifele, puis Perfetti, mais qui est encore jeune. Est-ce que ça te nuirait tant que ça d'avoir un vétéran avec toi qui va encore là, à quel prix? Mais c'est ça, parce que je sais pas, tu sais, ils ont quand même. Ils n'ont pas d'énormes contrats, mais il y a beaucoup de contrats qui mangent. Tu sais, je veux dire, le contrat d'Hellerbuck mange, le contrat de Connor mange, le contrat de Scheifele mange, le contrat de Ehlers, là, je pense quand même qu'il est payé genre 7 millions. C'est ça. Tu sais, je veux dire, il est très bon, mais ça mange. Là. Sinon, on va passer à un autre parce que là, on tourne en rond avec toutes les équipes. On en a des choses à dire. Le round numéro 7, t'as pas pris Suzuki? Non. Ah ben, tabarouette. J'ai pris Suzuki. J'aime Nick Suzuki, par contre, ça, je vois la liste. Puis je suis comme, cette année, j'adorerais que Nick Suzuki puisse faire un point par match. J'aimerais que Nick Suzuki batte cette barrière-là puis qu'il fasse 82 points. Puis là, qu'on se dise, Nick Suzuki est un premier centre qui peut faire un point par match et qui possiblement, avec ses alliés qui vont continuer à monter, ça va peut-être monter encore plus. Il peut passer, il peut scorer, on le sait, il le fait innombrables fois dans les 3 dernières années. Il peut le faire. Mais je regardais la liste puis je suis comme, c'est tous des premiers centres. Pas des premiers centres d'élite, mais des premiers centres d'équipe. Des bons premiers centres. C'est ça. Et je pense que le premier centre qui est le mieux accompagné,
c'était Dylan Larkin. Ouais. Puis Dylan Larkin, il sait faire des points aussi. Mm-hmm. Puis lui aussi, j'aimerais ça le voir faire un point par match cette année, surtout avec l'équipe qu'il a. Ouais. Puis, tu sais, il est parti, pour être connu, il est parti de loin. Là, il est arrivé tranquillement, personne ne le connaissait. Il a popé avec des Red Wings qui étaient pas bons. Non, il a été sélectionné au match des étoiles. Il a déjà voulu quitter Détroit aussi. Il a été sélectionné au match des étoiles. Fait que là, il est passé devant tout le monde. Il a battu le record du tour de patinoire le plus rapide. Tout le monde a fait... Mais c'est qui ce kid-là qui sort de chez Détroit. qui sort de Détroit, qui aurait pas dû envoyer de joueurs parce qu'il n'y avait personne d'exceptionnel là-bas. Ouais. 2 ans après, il est premier centre de son équipe, puis ça se reconstruit. Puis là, ben, tu vas chercher Lucas Raymond, puis là, tu finis par construire avec d'autres vétérans. Ils sont allés chercher Kane, puis là, ils ont Tarasenko. Fait que tu construis, puis t'amènes tes pièces. Puis je pense que cette année, il pourrait produire quelque chose. Mais encore une fois, c'est ça. J'aimerais revoir les Red Wings en playoff. Le fait est que les Red Wings jouent dans la même division que le Canadien, qui est une division très compliquée. Fait que c'est une division très... avec beaucoup de compétition. Mais j'aimerais le voir prendre un step pour son équipe comme premier centre. Mm-hmm. Comme ce que Suzuki fait. Mais je vois mal Suzuki cette année avoir une saison miracle de 100 points. Non, je pense pas. Là. Mais je me dis que s'il y a production, si DeBrincat puis Raymond produisent sur les ailes puis tout, puis que, tu sais, je veux dire, Larkin est déplaçable à l'aile si t'as envie de faire jouer quelqu'un d'autre au centre. Ouais. C'est un peu moins pratique parce qu'il prend très bien le centre de la glace, mais je le vois bien faire ses jeux. Puis, c'est un bon choix aussi, Dylan Larkin. Moi, je me dis, il y a des chances que Dylan Larkin ait une saison canon cette année. Sa seule, mais de plus que 100 points. Ah ouais? 100 points, voire plus. Il y a des chances dans ma tête que ça arrive, qu'il y ait une saison canon, Dylan Larkin. Ben, je te moins de chances pour ton pool, en tout cas. J'espère. Si Dylan Larkin fait ça, je suis pas mal placé dans le pool, mais j'aimerais ça finir dans le top 3. Là. Mais moi, la raison pourquoi j'ai pris Nick Suzuki, c'est justement parce qu'à chaque saison, c'est une progression. Ça monte. Fait que là, je me dis, si la tendance se maintient, ça va peut-être monter. Je m'attends pas à 100 points non plus. Non. Mais je pense que c'est raisonnable. Ben, c'était raisonnable en début de saison, puis c'est là encore, de se fixer comme objectif à Suzuki de faire 1 point par match. Ouais. Et là, présentement, c'est le cas. Il y a 4 points en 5 matchs. Mais on le sent pas présent pour l'instant. Il joue pas son meilleur hockey, là, Suzuki. Non. Fait que s'il joue pas son meilleur hockey, puis il y a 4 points en 5 matchs, puis il joue sur un trio que j'appelle en phase parce que de un, ils n'ont pas eu vraiment de temps de jeu pendant les matchs préparatoires et deuxièmement, c'est un trio que c'est là, c'est la phase à Caulfield. Caulfield est en feu. Là. À un moment donné, Caulfield va rebaisser, ça va être la phase à Suzuki. Puis là, Suzuki va rebaisser, ça va être la phase à Slavkovski. Mais les trois vont faire des points pour les buts des autres. Que on parlait des joueurs qui prennent beaucoup de rondelles. Ouais. Ce trio-là, c'est pas des joueurs qui vont prendre beaucoup de rondelles en même temps. T'as commencé la saison, Cole Caulfield est parti canon. Puis t'es comme, les rondelles vont à Cole Caulfield. Tu vas faire des passes à Caulfield parce que Suzuki a pas besoin des rondelles si c'est Caulfield qui les prend. Ouais. Il a pas besoin de la rondelle, il peut faire les passes, il peut se placer, il peut récupérer un rebond. Slavkovski aussi, ils n'ont pas besoin de la rondelle si c'est Cole Caulfield qui l'a. Comme il peut avoir d'autres problèmes où c'est comme, j'ai 2 joueurs qui auraient bien la rondelle à ce moment-là en même temps. Mm-hmm. Fait que ils peuvent s'alterner. Si Cole Caulfield va moins bien, Suzuki va prendre plus de tirs de son côté. Ouais. Si les deux vont moins bien, dirige des lancers puis amène Slavkovski dans le centre. Il l'a fait l'année passée. Il va récupérer la rondelle dans le filet, il va ramener le jeu devant. Ouais. C'est des joueurs qui se complètent très bien puis que s'ils reprennent la chimie qu'ils ont eu en fin de saison, ça peut popper. Puis oui, je le vois bien faire 1 point saison, Nick Suzuki. Il y a des chances qu'à la fin de la saison, il rapporte plus de points que Larkin. Ouais. Mais il y a aussi des chances que ce soit l'inverse. Et pour mon pool, j'aimerais que Larkin fasse plus de points. Pour mon cœur, j'aimerais que Suzuki fasse plus de points. C'est bon. Puis on va finir avec le choix numéro 16. Moi, j'ai pris Cale Makar. Puis t'as pas pris Cale Makar. Non. Le choix numéro 16, c'était pour les défenseurs. Je pense que j'ai pris Yossi. Je l'ai pas sous les yeux. Mais ouais, j'ai pris Roman Yossi. C'est dur quand même parier contre Cale Makar. C'est dur de parier contre... C'est le seul défenseur que je vois faire 100 points. Ouais, mais il l'a pas fait. Non, il l'a pas Aujourd'hui, il le fait pas. Il y a une année, on a pensé qu'il allait faire 30 buts. Ouais, il l'a pas fait. Non, c'est ça. C'est la même année où on a pensé que Yossi ferait 100 points puis il l'a pas fait non plus. Non, c'est ça. Mais je veux dire, Roman Yossi est pas ce producteur-là. Tu sais, je veux dire, là, il y a une année, on s'est dit Makar va atteindre les 30 buts pour un défenseur, puis Yossi va atteindre les 100 points pour un défenseur. Wow.
L'année d'après, c'est Eric Carlson qui a marqué plus que 30 buts puis plus que 100 points. Ouais, là, il a fait, tout le monde se calme. Moi, je suis le seul joueur chez les Sharks, puis je vais faire tous les points. Ouais. Puis ça a floppé après à Pittsburgh. Ça a floppé à Pittsburgh, mais il y a ses temps de rondelles, puis cette année, il joue correct, mais je l'aurais pas pris. Non, c'est ça. Le fait est que après sa saison de 98 points, je pense, 97, à Yossi, je l'ai pris dans mon pool. Ok, un autre pool, là, pas le pool, le grand pool fort, mais je l'ai pris dans mon pool. Puis cette année-là, il a moins bien joué. Okay. Fait que je l'ai pas repris l'année d'après. J'aurais dû. Il a super bien joué l'année passée. Il a super bien joué l'année passée. Puis t'as pas peur que ça fasse... que ça fasse une année, ouais, c'est ça. Je sais pas, puis là, les Preds vont un peu moins bien. Ouais. Les Preds vont un peu moins bien, mais je c'est le capitaine, puis je pense qu'il peut garder son niveau. Il me nuira pas. Non, Roman Josi, comme peuvent me nuire certains autres choix, dont je parlerai pas, là, mais ce serait agréable que... Mais Cale Makar, je comprends pas comment on peut parier contre Cale Makar quand c'est le joueur qui est... Ben, tu sais, déjà présentement, il y a 9 points. C'est fou. C'est fou. C'est un attaquant. Bon. C'est un attaquant. Mais c'est pas Cale Makar, mais c'est qui? Il y a un gars, il est plus dans l'organisation des Canucks. Puis il avait fait une interview, puis il dit, il entraînait avec les Canucks. Puis il dit, je te dirais pas qui, en entrevue, il dit, je te dirais pas qui m'a demandé ça dans la haute direction des Canucks. Mais à un moment donné, on discutait de former Quinn Hughes au centre. Ben oui. De le faire jouer à l'attaque. C'est pas une mauvaise décision. Ben, tu sais, son frère, il joue déjà au centre. Ben, tu sais, t'es comme. Ouais. De ces trois frères-là, il y en a un qui est un vrai défenseur, puis c'est Luke Hughes. Puis Quinn Hughes, il joue en défense, puis il va à l'attaque. Puis je pense que ces défenseurs-là t'obligent en certaines parties à avoir avec eux un gros défenseur. Si tu veux bien fonctionner. Fait que, tu sais, Quinn Hughes a joué très longtemps avec. Myers avec lui parce que c'est un très bon défenseur défensif. Ouais. Je sais pas qui joue cette année. Je n'ai pas regardé les matchs des Canucks cette année. Puis Makar, pour être très bon, il a toujours dû jouer avec Devon Toews. Fait qu'il a toujours eu besoin d'un gros défenseur. Puis je pense qu'avant de jouer avec Devon Toews, il jouait avec Josh Mason. Ouais, c'est fait avec un très bon défenseur défensif. Ça oblige les équipes à avoir quelqu'un pour les backer. Un peu comme Lane Hudson à Montréal, on veut le patcher avec Savard ou Goulet. Tu veux le backer avec un défenseur qui fait sa job en défensive. Ce que tu as moins besoin de faire avec Yossi, qui est un très bon défenseur en défensive. Fait que tu as juste besoin de le mettre avec un autre défenseur polyvalent qui va faire la job. Puis, ça va faire l'affaire. Puis moi, je pense qu'avec comment les Preds vont jouer, c'est ça. Moi, j'ai regretté d'avoir pris Kucherov parce que comment parier contre McDavid. Je me dis que Makar a été un bon choix, mais je sais pas comment parier contre Makar parce qu'il est pas toujours au même niveau. Puis tu sais, encore une fois, c'est des joueurs, ça se voit moins, puis il y a une bonne chimie, mais t'as beaucoup de joueurs qui ont besoin de rondelles pour fonctionner. Fait que Makar, dépendant des saisons et des phases, il a pas tout le temps autant de rondelles qu'il voudrait. Puis tu sais, l'année où il était on pace pour faire 30 buts, s'il avait toujours eu le même nombre de rondelles puis qu'il avait toujours été dans la même forme, il les aurait fait. Mais il y a des phases où c'est pas toi qui as la rondelle, ça va être à McKinnon, et ça va être à Rantanen, puis ça va être à Landeskog. Fait que tu perds cette possession de la rondelle qui te fait faire autant de points et de buts. Puis, mais Makar, encore, c'est des bons choix. Moi, j'aurais tendance à dire là-dessus, t'as plus de points que moi dans le pool. Overall. C'est ça, fait que il y a certains choix qui te donnent raison au-dessus des miens. Peut-être la différence, justement, de genre 7 points entre Yossi et Makar. Oui, c'est ça. Mais ça peut s'ajuster, là. C'est juste le début de saison. Bien sûr. C'est le début de la saison. Puis, tu sais, je vois le classement qui se développe. Puis, c'est comme. Le développement du début, il est bon. Mais j'ai déjà vu quelqu'un en bas de classement dans un de mes pools qui a fini deuxième. Ouais, c'est ça. Ça va remonter. Puis, je sais comme, c'est ça. T'étais dernier après 10 matchs dans la saison. Puis, t'es deuxième les Oilers à la fin. Les Oilers, c'était les Oilers du pool. Bon, ben, pour cet épisode-là, ça va être tout. On a beaucoup parlé. Beaucoup parlé. Ça a bien été. Ouais, c'était vraiment intéressant de faire ces comparaisons-là. Si des gens veulent se joindre à ce jeu-là puis nous dire ce que vous avez pris comme choix dans les rondes qu'on a nommées, on a dit le numéro avant chaque ronde. Fait que si vous voulez, écrivez-les en commentaire. Sinon, ben merci Félix d'avoir fait partie de cet épisode. Avec plaisir. Oubliez pas le match des Canadiens ce soir contre les Islanders et aussi le match du CF Montréal. Il essaye, le CF Montréal, de se rendre en série. Il faut une victoire ou un match nul ce soir. Fait que manquez pas ça et à la semaine prochaine.